Et j'ai perdu ce que je disais. Du coup, oui, et donc les piliers, au lieu de faire un gros pilier uni, on peut avoir des divergences, mais ce qui va être fort, c'est qu'on va avoir un noyau fort, mais qui va être plusieurs piliers en fait. Et c'est ces plusieurs piliers, tout comme c'est pour les médias. Voilà, tu sais que j'essaie de faire un journal en ce moment, etc. Ça veut pas dire, moi je suis dans un esprit de coopération, pas de concurrence. Ça veut dire, ça va pas être ah mais ta TV c'est de la merde. Nous on fait un journal, venez nous voir. Non, ça va être plutôt qu'il n'y ait que Meta TV et qu'un jour on sait pas où nous vient à disparaître ou vient à être emmerdé ou quoi, etc. Ben nous on est là, on existe. Alors que s'il n'y a qu'un bloc. Si on élimine ce bloc, qu'est-ce qui reste? Il reste plus rien. Bien sûr. Donc c'est plusieurs piliers forts qui ne se mettent pas des bâtons dans les roues, mais qui coopèrent. Parce que là encore, c'est une logique anti-nouveau fascisme. C'est-à-dire plutôt que de toujours être dans l'idée de concurrence, toujours être dans l'idée de se battre, qui est l'idée qu'on nous apprend dès l'école. Hein. Surtout copie pas sur ton voisin, alors qu'on appelle ça de la coopération et du partage, normalement de la solidarité. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y arriver à deux? Si on arrivait, les frères Lumière ont tout fait à deux, c'était génial. S'ils avaient fait tout seul, peut-être qu'ils ne seraient pas arrivés. Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours qu'on soit tout seul? Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours qu'on soit en concurrence? Non, coopérons, c'est tout. Et coopérons, ça veut dire il y a des auteurs indépendants qui vont peut-être vendre moins de livres parce qu'ils n'auront pas le réseau des autres personnes. Bon, tant pis, mais au moins ils seront indépendants. Et on va tous créer notre petite chose, mais en même temps être ensemble sans être un bloc uni et être capable d'opposer des critiques, d'être en désaccord sur certains sujets, mais pas être totalement unifié sur un seul bloc pour justement être plus fort en fait. Alors, ça c'est Zach Marian qui pose des questions parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, il dit selon Monsieur Soral et Monsieur Vojovanovic, François Asselineau est un agent qui n'a qu'une mission, flinguer le Front National. Qu'en penses-tu? Et François Asselineau pense que le Front National n'a qu'une mission, flinguer la France dans la flinguer Asselineau. Donc on s'en sort pas. Et je pense pas. Je pense pour le coup que encore une fois, bon, je vais pas défendre coûte que coûte François Asselineau ce soir, mais je pense qu'il a plus de légitimité et sur bien des points et plus de crédit que le Front National, ne serait-ce que parce qu'il a quitté les places qu'il pouvait avoir, lui. Bon, il est toujours inspecteur général des finances, donc il doit bien vivre, il en a le droit, il n'est pas obligé d'être à la rue, sinon ça ne nous aiderait pas non plus de toute façon. Mais en tout cas, il aurait pu obtenir certainement de très bons postes, qu'il a eu un temps, et il a délaissé tout ça, alors que Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch et Marine Le Pen, eux, touchent toujours le salaire du Parlement européen, qui par ailleurs dénonce. Donc en gros, ils mangent la main qui les nourrit, ça paraît un petit peu louche. On revient sur les histoires d'indépendance, ça me paraît quand même un petit peu louche. Et je doute que François Asselineau soit là pour flinguer le Front National. Après, on peut le penser, en tout cas moi je pense pas. Alors, il y a toujours pas mal de questions. Il y en a une qui revient souvent. On nous demande si tu peux expliquer un peu ton parcours, parce qu'il y en a beaucoup qui disent mais non mais on te connaît pas, c'est qui Loïc Chéniaud, alors qui es-tu, d'où viens-tu? C'est vrai, pourquoi je parle ça va être un peu... Bah, fais-nous un résumé, je sais pas. Ça va un peu dans tous les sens, donc Ah bah oui, c'est la libre antenne, on parle. Non, ce que je veux dire, c'est mon parcours. Toi aussi, c'est parfait. Touche à tous les sujets, donc bon, je vais essayer de faire bref, mais en même temps de parler de tous ceux que je touche, parce que je fais pas que écrire des livres, donc voilà. Donc moi j'ai commencé à me documenter, à me informer. En fait, on va dire que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Ah, moi, j'ai voté Bayrou, j'ai voté... » Bon, là, je pense à quelqu'un en particulier, mais j'ai voté Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, je me rends compte, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été bête. Et je dois avouer que moi, en fait, c'est pas pour me valoriser, c'est comme ça. J'ai pas eu ce déclic parce qu'en fait, j'ai commencé à me conscientiser, on va dire, très tôt. Dès l'âge de 14 ans, j'étais, bon, à l'origine, c'est vrai que j'étais pas aussi politisé que là, j'allais pas forcément sur internet, mais en tout cas, je trouvais déjà que ça sentait l'arnaque. Mon frère était beaucoup plus politisé que moi. Il a suivi notamment la campagne de 2007, je dirais pas pour qui parce que ça regarde personne, mais en tout cas j'étais de fait très politisé moi aussi à ce moment-là, puisqu'on en parlait à la maison, puisqu'on suivait cette campagne de 2007, et je trouvais déjà que ça sentait, enfin je sais pas, moi déjà dans ma tête d'ado de 14 ans, le travailler plus pour gagner plus, je trouvais qu'on travaillait déjà bien assez, qu'on n'en gagnait pas beaucoup. Je me disais mince quoi, ça va pas. Bon bref.
Et ce qui est en plus une grosse lapalissade, parce que travailler plus pour gagner plus, il manquerait plus qu'on travaille plus pour gagner moins. Surtout c'est une contre-vérité puisqu'on pourrait largement travailler moins pour gagner plus. Voilà. Donc c'est surtout ça le problème. Voilà. Bon. Bref, donc du coup là j'ai été très politisé. Après j'en suis venu par la lecture et là-dessus c'est vrai que j'ai eu quelques bons profs. Je critique énormément l'éducation nationale dans mon livre, le système scolaire, ce qu'on en fait, mais il est vrai qu'il subsiste quelques bons profs et je pense notamment à un qui m'a fait découvrir Jean-Jacques Rousseau et qui est un auteur que j'admire toujours autant et j'en suis venu par la philosophie, par les livres et petit à petit en me questionnant là-dessus, puis je traînais pas mal sur internet comme tous les jeunes. Alors à l'origine c'était MSN, les vidéos et non, comme un jeune de 13, 14, 15 ans hein. Et petit à petit j'ai laissé un peu de côté MSN, on disait tout et n'importe quoi et puis j'ai commencé à fouiller à droite à gauche. Et j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ce qui a vraiment été le point déclencheur pour moi, ça a été la grippe H1N1. Parce que bien sûr, on en parlait à la télé. Moi, je disais, j'étais un peu conscientisé, mais pas plus que ça. Et quand on vous dit, il y a une pandémie énorme qui arrive, vous allez tous mourir, il y a des cas partout, il faut à tout prix se vacciner. Là, je me suis dit, mais waouh, mais c'est trop. À l'origine, c'est une petite anecdote que je raconte souvent à des amis qui me connaissent maintenant et ça les fait beaucoup rire, notamment parce que sur les sujets de médecine, aujourd'hui, je les connais beaucoup mieux. À l'origine, moi, j'avais prévu d'acheter mes propres couverts, j'avais le petit truc pour se laver les mains pour aller en cours, parce que je me disais, non, je veux surtout pas ce truc. En crever, alors que personne l'a eu. Bref, et du coup là j'ai commencé à faire des recherches. Alors au début je suis tombé bien sûr sur les trucs très ultra conspi pour le coup, Illuminati et compagnie, donc je suis un peu tombé là-dedans pendant quelques mois et puis à un moment, de fil en aiguille, j'ai découvert d'autres vidéos, tout ce qui est mouvement Zeitgeist, qui m'a paru beaucoup plus crédible. Après Chouard, Asselineau, etc. Ça s'est fait petit à petit. Et donc ce qui m'a permis d'écrire le livre et mon mode de fonctionnement à l'époque, c'était, j'avais toujours eu des facilités, donc en fait à l'école, je me suis toujours un peu ennuyé, et en plus je travaillais pas tellement. Donc quand je rentrais le soir de 18h à minuit, ce que je faisais, c'était que je lisais. Un soir sur deux, je lisais, je me réinformais. Donc j'ai lu, j'ai emmagasiné, et à côté de ça, je me réinformais énormément, j'écoutais, je prenais tout ce qu'il y avait à droite à gauche. Chez moi à l'origine il y avait très peu de livres. Là aujourd'hui j'ai une bibliothèque énorme, j'ai tout fait pour vraiment au début emprunteur bibliothèque, sauf que bien sûr ça c'est le problème aussi malgré tout, c'est que quand on commence à lire des livres intéressants, comme par hasard en bibliothèque municipale et universitaire ils n'existent pas ces livres, mais donc il faut les acheter, c'est un peu ennuyeux, mais voilà, j'ai commencé à lire beaucoup et arrivé jusqu'à, ça c'était de 15 ans à 19 ans, arrivé à 19 ans j'en parlais aux amis autour de moi, etc. Et je voyais que on était d'un seul coup, il y avait une distance telle, je me disais mais là ils captent plus rien quoi. Surtout qu'après j'ai commencé à écrire le livre en janvier 2013, donc pendant la campagne d'Hollande, j'avais autour de moi que des amis qui disaient avec Hollande ça va changer et tout. Mon Dieu, aujourd'hui je le vois et aujourd'hui je suis content parce que ces amis-là, j'arrive mieux à communiquer avec eux, ils me disent en fait, oui c'est depuis le début on savait que c'était bidon. Donc là je me suis dit il faut vraiment écrire je me suis dit ça sert à quoi d'emmagasiner tout ça, c'est pas pour en faire partager ces personnes-là qui justement ne sont pas sur internet. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce livre qui serait une synthèse et qui toucherait d'abord un public qui soit pas conscientisé. Voilà, donc du coup après à côté de ça, dans le parcours plus scolaire, tu as fait des études de philo, c'est ça? J'ai fait une classe préparatoire littéraire pendant 2 ans, des études de philo à la Sorbonne cette année que j'ai arrêté en cours d'année, je reprends l'année prochaine probablement à distance parce que je fais beaucoup trop de choses, donc j'ai pas tellement le temps d'aller en cours, surtout pour écouter ce qu'on entend parfois. Donc du coup j'ai fait des études de philo. À côté de ça aussi je suis formé à l'hypnothérapie, donc je suis hypnothérapeute. Oui, t'es formé à l'hypnothérapie, c'est pas commun quand même ça c'est pas commun du tout. On a dit qu'on aborderait ça. Qu'on aborderait plus tard. PNL, hygiénisme, je vais suivre la PNL aussi. Voilà, je vais suivre aussi une école de naturopathie hygiéniste à la rentrée. J'ai une chaîne vidéo sur YouTube où je parle notamment d'hypnose et de santé. T'as un blog aussi? Je fais d'autres. Oui, voilà, j'ai le blog où j'écris de temps en temps. On essaie de monter un journal. Ils ont déjà été le voir. Voilà, donc voilà un peu tout ce que je fais et mon parcours très rapidement. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse vraiment, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ça intéressera tant que ça, mais
J'ai fait une petite vidéo parce qu'elle m'avait longtemps été réclamée sur ma chaîne YouTube où j'explique mon parcours qui doit s'appeler Mon parcours Loïc Chéniaud, un truc comme ça. Où je parle d'ailleurs plus de tout ce qui est domaine de la santé, comment je me suis formé, etc. Mais aussi de mon enfance et pourquoi j'en suis venu là, vu que ça m'avait été beaucoup réclamé. Donc si certains veulent regarder, c'est disponible sur ma chaîne YouTube qui a un nom affreux qui s'appelle Hypnose-Santé-Régénération. Voilà. D'accord. Alors ils ont tous des questions dans tous les sens évidemment. On te demande par exemple qu'est-ce que tu penses de sujets, alors on parle de l'immigration par exemple. Est-ce que tu connais Laurent Ozon? Parce que ça t'en parle un peu aussi dans le livre du déracinement un peu de l'immigration. Tu abordes le sujet. J'aborde le sujet sous une critique marxiste qui est ma formation. Ma formation est marxiste aujourd'hui, je tends plus vers tout ce qui est socialisme des origines, etc. Et la critique marxiste que beaucoup sans doute ici connaissent, que Marx prend l'exemple dans le Capital de l'Irlande, et explique bien que l'immigration sert, tout comme la mise au travail des femmes, sert le capital. Donc la critique de l'immigration, ça va pas être il y a trop de noirs, donc il faut que vous dégagiez. Ça va être pourquoi dans un pays où l'économie aujourd'hui se porte à mal en plus, est-ce qu'on apporte de plus en plus d'immigrés, est-ce qu'on les fait venir alors que on sait que les premiers à les avoir voulu les faire venir, il y a des vidéos qui en témoignent, c'est les grands industriels et notamment Bouygues qui se servaient de la main-d'œuvre immigrée au détriment de la main-d'œuvre française. Et quand je dis immigré aujourd'hui, et quand on dit immigré français, là les personnes qui soutiennent le Front National me comprendront. La préférence nationale, c'est pas une préférence de couleur de peau. La préférence nationale, c'est évidemment parce que pour éviter tout ce qui est dumping social et justement lutter contre le grand capital. Ça veut pas dire toi t'es noir on ne prend pas, toi t'es blanc on ne prend. Non, c'est pas ça. Il y a aussi des qualifications derrière. Mais en tout cas, ma critique, elle est une critique marxiste qui a été faite depuis des années, qui est que le dumping social a lieu lorsque l'on apporte des immigrés et qui va servir le grand capital au détriment des populations, on va dire, d'origine, et ce qui va créer une lutte, ce qui sert encore une fois le système, ça va créer une lutte. Et bien sûr, comme les immigrés la plupart du temps viennent d'Afrique, on va dire c'est la faute du nègre, c'est la faute du bougnoul. Et donc là on va faire une guerre, et pendant ce temps, lui le grand capital se sert parce que malgré tout l'immigré qui est arrivé là et qui a besoin de survivre, il va continuer à travailler, donc le grand capital tout se passe bien, et au lieu de s'en prendre à lui, on se tape nous les uns sur les autres. Donc on crée une semi-guerre civile où on dit sale nègre, il m'a pris, on est d'accord entre guillemets, il me prend mon boulot, etc. Et alors que c'est pour ça que moi je suis assez en accord aussi avec la démarche de Kémy Séba que vous avez reçue récemment. Parce que l'immigration est un problème aujourd'hui. Et l'immigration sert le mondialisme. C'est-à-dire l'immigration en soi n'est pas spécialement mauvais. On entend toujours dire oui c'est une chance pour la France, etc. Oui c'est une chance autant qu'une malchance. Enfin il n'y a pas. C'est pas mauvais en soi. Le problème, est-ce que c'est pas la France qui est une chance pour les immigrés aussi. Je vais faire mon avocat du diable. Le problème aussi c'est autant de flux migratoires. En un temps aussi court. On n'a jamais vu ça. Le problème il est là. Et que bien sûr ce changement-là, ce déracinement, détruit totalement les États-nations. Encore une fois, ce qui va servir pour construire des grands blocs et détruire totalement. Parce qu'on atteint la cohésion nationale. On peut pas en douter quand même qu'il y a une forme de cohésion nationale qui est fortement atteinte avec une immigration constante, puisque cette cohésion ne peut jamais vraiment se faire. Elle est toujours en formation, quelque part un peu comme un organisme pas fini, un peu quoi. Voilà. Ouais. Et en plus, d'autant plus qu'après il y a derrière tout ça des choses qui ont déjà été analysées là aussi. Mais des organismes tels que SOS Racisme qui vont tout faire pour lutter contre ça et justement agrémenter le fait qu'il y ait cette guerre civile entre nous, faire l'apologie de la culture d'origine. Donc on vous force, en un sens, le grand capital arrive, il vous dit venez parce que là-bas vous aurez du travail. Nous on va sortir du travail l'ouvrier français qui était là, on va vous mettre à la place, on va vous payer bien moins. Oh non, on déclare rien, on marque rien, il n'y a pas de problème. Et à côté de ça, au lieu de faire en sorte que vous soyez bien insérés, comme ça a été le cas de d'autres populations, je pense même notamment aux populations juives, on disait heureux comme un juif en France pendant un temps quand même. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est exalter la culture d'origine, vous dire, notamment par le rap, etc., et vous dire, là, c'est ça le français, machin. Donc des deux côtés, il y a une lutte
permanente. Alors qu'un retour aux frontières, ce n'est pas, j'en parle aussi dans le livre, en m'appuyant sur les travaux de Régis Debray, qui fait un travail excellent là-dessus dans son livre Éloge des frontières, où il explique bien que la frontière, c'est pas un mur, c'est une porte qu'on décide d'ouvrir et de fermer en fonction de ce qui est l'intérêt de la nation, en fonction de ce qui est l'intérêt donc de la souveraineté populaire. Donc ça ne veut pas dire on se bloque, on se renferme face aux autres, non, ça veut dire on l'ouvre, on le ferme, tout comme on n'invite pas n'importe qui chez soi. Voilà, il n'y a pas, si n'importe qui débarque chez nous comme ça et que c'est incontrôlé, et à un moment on va dire bah non, tu sors, tu dégages, et ça va pas être du racisme ou quoi que ce soit, il y a un moment c'est plus possible. Moi j'ai un lit de personnes, on est 4 dedans là en ce moment, enfin c'est pas mon exemple, hein, c'est pas mon exemple. C'est ambiance bien mélangée, je prends la métaphore, imaginons, voilà, vous êtes dans une maison, on vous a forcé déjà à vivre à 4 dans un lit, vous dites bah il y a un moment non, on peut plus, hein, faut sortir, donc c'est une porte, hein, c'est pas un mur, une frontière, et ça et il prend un autre exemple, une autre métaphore qui est très bonne aussi, il parle comme l'épiderme de la peau, il explique que voilà, c'est exactement comme une peau qui laisse, qui filtre et qui choisit. Voilà. Qui laisse choisir ce qui doit rentrer. Voilà, ce qui est normal. Après, quel choix les populations vont faire, ça, si la population et le peuple est souverain, à lui d'en décider, pas à moi et pas aux autres non plus. Après, bien sûr, on peut décider que la démocratie réelle ne soit pas une bonne chose, mais en tout cas, pour moi, c'est le système qui me paraît être le plus viable. Alors c'est bien parce que c'est vrai, dans ton livre tu fais beaucoup de références comme ça qui sont aujourd'hui un peu les grandes références d'internet. Voilà, on parle, tu cites Pierre Hillard, tu cites Asselineau, tu cites Desmurger, tu cites très bon. Voilà. Tu cites tout un tas en fait pour moi de ce qui représente aujourd'hui une nouvelle avant-garde intellectuelle, si j'ose dire, en tout cas qui n'est pas du tout... Alors justement, elle est dissidente de fait, parce que non mise en avant par les médias traditionnels, et plutôt même un peu ostracisée, un peu mis de côté. Et donc, tous ces gens-là, ils t'ont inspiré en fait. C'est vraiment tous ces gens-là, c'est ça qui t'a baigné un peu, je sens. Oui, enfin, je ne vais pas dire non, hein, mais c'est qu'en fait, c'est surtout, moi, comme je le dis, j'en suis venu d'abord avec, on va dire, des philosophes pas du tout contemporains. Donc, c'est le cas de pas mal de mes camarades aussi qui n'étaient pas du tout des idiots et qui comprenaient bien les mécanismes, mais il y a un moment où on pensait avec Aristote au XXIe siècle, et à un moment ça bloque. Donc on a les bonnes bases, mais il faut connaître les activistes au sens large, et philosophes et écrivains contemporains. Donc c'est comme ça que bien sûr j'en suis venu petit à petit à m'informer. J'avais le livre d'un côté pour avoir la formation, on va dire, classique traditionnelle, et de l'autre, voilà, ces personnes qui aujourd'hui font le travail. J'espère faire ma toute petite part en essayant de faire aussi le travail. Et donc oui, ces personnes-là m'ont logiquement inspiré, puisque voilà, c'est ce qui me semblait correspondre le plus à ce que déjà j'analysais plus ou moins par moi-même. Donc, ça me fait penser vraiment c'est une génération internet, quoi. C'est une espèce de nouvelle, parce que toute cette culture finalement est née d'internet aussi. Ça je le dis souvent, c'est pour ça que beaucoup de personnes comparent la télé à internet, ce qui est dramatique, parce que ça n'a rien à voir. Déjà, ne serait-ce que parce qu'on choisit notre contenu, ça change tout. Et moi, il est vrai, comme je le disais tout à l'heure, que chez moi, il n'y avait pas beaucoup de livres, voilà, c'était pas les grands classiques, voilà, c'était comme ça, je viens d'un milieu modeste. Ah bah voilà, ça se plante, parce que tout à l'heure il y en a qui croyaient que tu étais d'un milieu très riche, ils m'ont dit il vient d'un milieu bourgeois, tu vois, comme quoi on peut se planter. Les apparences sont trompeuses. Hein, mon père est gendarme, ma mère est assistante maternelle, mes deux grands-pères étaient ouvriers, et ouvriers agricoles et ouvriers en usine, donc je pense qu'on fait mieux comme voilà. Pour ceux qui croyaient qu'il avait des descendances d'oligarques, je galère tous les mois, donc si j'étais d'origine bourgeoise, je galérerais pas autant pour manger même tous les mois, donc non, c'est pas... voilà. On a le droit de se former. Parce qu'il y en avait qui avaient certains, vous voyez, comme quoi les préjugés, des fois, on les balance un peu trop facilement. Voilà. Parce qu'il y en a plusieurs sur le chat qui ont dit oui, c'est un fils de bourgeois, ça se voit et tout. Vous voyez. Ça sent le troll.
Voilà. C'est pour nos amis trolls. De toute façon, c'est l'heure de la pause. Je pense que tu es prêt en plus, voilà. Donc on va faire une petite pause, ça tombe bien. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de gens en tout cas qui te soutiennent, qui trouvent très intéressant le débat et il y en a beaucoup aussi qui t'ont soutenu tout à l'heure quand on a parlé de la dissidence. J'ai vu qu'il y avait pas mal de messages qui disaient je suis vachement d'accord avec lui et qui pensaient vraiment que c'était bien de mettre les pieds dans le plat. Tu vois, qu'on dit il faut aussi dire les choses et ça leur a beaucoup plu et en tout cas ça leur a beaucoup plu la définition de la dissidence, tu vois, ils sont d'accord avec cette dissidence qui serait effectivement par ton action de fait et non pas un adoubement ou une espèce de on a créé une espèce de secte. Comme je dis, c'est l'histoire, c'est exactement comme les lois ne sont pas divines, c'est les hommes qui le font et c'est l'histoire qui en vérifie, donc ce sera à l'histoire d'en vérifier et aux hommes de décider qui était dissident et qui ne l'était pas. On verra bien si la dissidence autoproclamée dans l'histoire le sera ou non, on verra bien. Et voilà, on espère bien. Si c'est pas BHL qui écrit l'histoire, on aura de la chance. Sûr, oui. Voilà, on va faire une petite pause, on revient juste après. Et puis bien sûr, j'ai vu vos questions, j'ai vu la question Stevie, nous on en reparle juste après, à vous la régie. Ok, bien revenu sur la libre antenne, de retour, donc toujours avec Loïc Chéniaud, avec nous, ça va Loïc? Ça va, voilà. Donc il y a pas mal de questions, comme je te disais. On nous demandait, il y avait des questions sur la politique étrangère. On nous demandait c'était quoi un peu tes positions, par exemple, vis-à-vis de Poutine, puisqu'en ce moment, c'est vrai que la Russie joue un rôle assez important sur la scène internationale. Hein. On peut parler d'un retour de la Russie. Et les événements en Ukraine, qu'est-ce que ça t'inspire aussi? Alors Poutine d'abord, c'est un peu mitigé. Ouais. On va dire que, en tout cas, comme chef d'État de la Russie, je trouve qu'il incarne bien, il joue bien son rôle comme chef d'État de la Russie, garant de la souveraineté et des intérêts de la Russie. Donc je pense qu'en tout cas, il correspond bien dans la logique de l'histoire qui est celle de la Russie. Je pense qu'il représente un homme politique qui correspond à son peuple, tout comme Chavez pouvait être un dirigeant politique qui correspond à l'histoire de son peuple. Enfin, quand je dis à l'histoire, c'est-à-dire à ce qui était recherché et à ce qui pouvait en attendre et comment est-ce qu'il a fait évoluer dans le sens positif le pays. Voilà, ce qui ne voudrait pas dire que en France, j'aimerais spécialement avoir un Poutine ou un Chavez parce que j'estime qu'il faut toujours avoir dans le cadre, encore une fois, d'un gouvernement représentatif et d'un président, du coup, qu'il faut avoir quelqu'un qui soit en accord avec sa population. Donc, dans ce cadre-là, j'estime que Poutine défend les intérêts de la Russie et que donc il remplit parfaitement le travail qui est le sien. Et c'est sûr que comparé à un François Hollande, par exemple, il y a une différence très très nette. Après, beaucoup, dont Pierre Hillard, soulignent le fait qu'il fasse partie de l'Empire et qu'il y contribue. D'autres disent qu'il est copain-copain avec Obama, machin, qu'on a retrouvé certaines photos de lui, notamment où il serait, je crois, avec des robes de la franc-maçonnerie, etc. Alors ça a été débunké aujourd'hui cette histoire. Ouais. J'ai vu, oui, parce que je connaissais cette photo c'était un congrès au Vietnam, il me semble, et tu les vois effectivement tous en tenue. En fait, c'est une tenue traditionnelle vietnamienne. Et ce qui nous est apparu en fait comme étant un signe maçonnique serait en fait une fleur de lotus stylisée, donc qui ferait penser donc d'un coup un peu à mais qu'en fait ce ne serait pas ce qu'on croit. Alors j'ai vu cette histoire. À suivre, mais ça a l'air quand même. En tout cas, ça, je sais pas ce que c'est, j'ai pas lu, mais ça me paraît d'autant plus crédible à titre personnel. J'aime pas trop voir des symboles illuminatifs et francs-maçons partout en permanence. C'est pas mon délire. Après, voilà. Donc sur Poutine, voilà, il y a du pour, il y a du contre. En tout cas, j'ai l'impression que pour son pays et pour la Russie,
il fait les choses correctement. Bon, voilà. Après, sur l'Ukraine. Alors sur l'Ukraine, oui. Sur l'Ukraine, eh bien, on voit que ça se passe toujours de la même manière, de toute façon. Chacun défend. Là, on voit bien qu'il y a une politique des deux blocs qui ressurgit, le bloc russe et le bloc américain, donc comme si la guerre froide n'était jamais terminée en fait, et qui tentent de gratter chacun leur bout de territoire. Néanmoins, là encore une fois, on peut accorder peut-être plus de crédit et de légitimité à Poutine, puisqu'il y a eu un référendum quand même en Crimée, et là on voit encore une fois que par contre les États-Unis et l'Union européenne ont un petit problème avec la souveraineté populaire et les référendums. Dès qu'on vote dans le sens inverse, c'est ah bah là tiens, on en revient toujours à la même chose, les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes antifascistes. Donc nous on est la démocratie, on est les droits de l'homme, mais surtout dans notre sens, comme pour le référendum de 2005 en France. D'ailleurs je le rappelle dans mon livre, cette magnifique phrase d'Eva Joly sur un plateau d'une chaîne, je ne sais plus quelle chaîne, c'était pas en France, où elle dit il faudra les faire revoter, tant qu'ils n'auront pas voté comme on veut qu'ils votent, eh bien il faudra les faire revoter. Donc en fait on fait un référendum, mais on n'attend qu'une chose, c'est qu'on vote comme on a décidé qu'il fallait voter. Donc, en fait, ils avaient traité d'arrogants aussi, je crois. Eva Joly a dit ils sont arrogants ces Irlandais à voter. Et on voit bien, bon, en tout cas au niveau de la géopolitique, ce qui se passe actuellement est quand même très intéressant, puisque plusieurs personnes l'ont rappelé. Ce que décrivait Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier, et où il expliquait que justement voilà, il fallait, si la Russie perdait l'Ukraine, eh bien elle perdait son rang aussi important. Donc là il y a vraiment quelque chose d'intéressant à suivre. En tout cas, voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter à titre personnel. Le travail est bien fait par des personnes qui le font mieux que moi. Donc voilà. Alors il y a on va poser les questions, parce qu'il y a des questions sous la publication, parce qu'il y en a qui ont compris le principe, qui vont mettre les questions sous la publi. Donc on va les poser en priorité quand même. Il y a Baptistophe qui dit bonsoir, quelles sont les éventuelles solutions autres que la révolte violente pour sortir de ce fascisme? Alors tu as évoqué certaines pistes, mais il faudrait peut-être qu'on évoque encore. Bon, ça c'est une question très très intéressante, sûrement la plus importante en un sens, parce qu'une fois qu'on a compris les mécanismes qui causent notre soumission et notre perte, il nous semble évident que la priorité, ça va être comment s'en sortir. Donc c'est la question la plus intéressante. Je suis en train d'écrire la suite du premier livre, justement pour proposer les solutions qui pour moi me semblent les meilleures, qui sera encore une sorte de synthèse justement pour proposer comment est-ce qu'on peut sortir de ça. Plusieurs points donc, pour en sortir, autres que la révolte violente. C'est sûr que c'est sans doute, alors on en a parlé tout à l'heure avec ma mauvaise métaphore qu'on m'a signalée du mur, mais il y a la révolte sera sûrement pas la meilleure solution. Bon, en distinguant bien révolte de révolution, la commune c'est une révolte populaire qu'on a de suite mise à bas. Donc on sait tout de suite que alors que les révolutions, elles, la plupart du temps colorées ou manipulées de l'extérieur, on sait très souvent que c'est rarement des révolutions populaires. Donc la révolte en elle-même, c'est vrai, j'y crois très peu. Tout ce qui passe de manière officielle, gouvernement représentatif, etc., on aura compris que j'y crois pas trop non plus. Mais je voudrais rappeler quand même qu'on a tous un très 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 fort pouvoir quotidien. Donc c'est les gens du quotidien qui vont avoir un pouvoir, je m'explique. Dans nos actions quotidiennes, dans nos choix de consommation. D'ailleurs j'en profite, j'y reviendrai, mais j'en profite pour faire une parenthèse sur un sujet dont je parle tout le temps à tout le monde parce que ça me tient à cœur. Quand je dis des choix de consommation, c'est pas parce qu'on est dans une société de consommation, et ça Michel Kluskar a fait un énorme travail là-dessus, et j'y reviens parce que justement ce à quoi il faut travailler, c'est une société de consommation, c'est-à-dire une société d'abondance. Parce qu'aujourd'hui on nous dit on est dans une société de consommation, là encore, novlangue. La société de consommation, ce serait une société où l'on pourrait déjà consommer ce que l'on produit
produit, ce qui est faux puisque le producteur ne consomme pas ce qu'il produit. Aujourd'hui, autrefois on faisait produire par des esclaves qui produisaient la Ford T de Ford et à renverser ça, mais c'est le seul contre-exemple. Mais le producteur produisait et c'était une autre classe sociale qui elle consommait. Donc il y a d'un côté des producteurs, il y a des consommateurs, il y a des classes qui consomment, des classes qui produisent. Aujourd'hui on fait produire par des esclaves dans d'autres pays et nous consommons, mais on n'est pas dans une société de consommation. La société de consommation ce serait une véritable société d'abondance, et c'est-à-dire une société où justement ce ne serait pas la marchandise qui règne, parce qu'on retrouverait en accord on sera en accord avec l'être, parce qu'on retrouverait aux fondamentaux, parce qu'il n'y aurait pas besoin justement de travailler. C'est cette fameuse phrase de Michel Clouscar, tout est permis mais rien n'est possible. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'inverse? Oui, tout est permis mais rien n'est possible, c'est-à-dire vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous avez le droit d'avoir telle chose, etc. Mais combien de temps est-ce qu'il va falloir que vous travaillez pour ça? Vous avez le droit de partir, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de partir à Tahiti en vacances, mais combien de temps est-ce qu'il va falloir que vous donniez au grand capital? Combien de temps est-ce qu'il va falloir que vous travaillez? Vous avez le droit de vous nourrir de telles choses, vous avez le choix entre manger des Kit Kat ou manger des fruits et légumes, mais combien de temps est-ce qu'il va falloir travailler pour pouvoir consommer les bons fruits et légumes? Eh bien ça c'est la preuve qu'on n'est pas dans une société de consommation. On serait capable justement de consommer ce que l'on produit sans aller dans l'excès, sans aller dans une société mercantile. Donc la société de consommation aujourd'hui elle n'existe pas. Ce qu'il y a surtout c'est une société de surproduction et de rareté, mais qui pousse à la consommation, et tandis que certains produisent, d'autres consomment. Ça c'est très important. Néanmoins on a un pouvoir en tant que consommateur qui est très important. Dans nos choix, j'entends beaucoup de gens, c'est pratiquement tous les jours pour moi vu que je touche au domaine de la santé, qui me disent « Oh oui, mais les fruits et légumes bio, tu te rends compte le prix que ça coûte ?» Donc déjà, il y avait une petite photo qui circulait sur internet il y a quelques temps qui était assez drôle, qui disait est-ce que tu as vu le prix des fruits et légumes bio? Et l'autre lui répondait non, mais j'ai vu le prix du dernier cancer, un truc comme ça. On va dire que le cancer au final coûtait bien plus cher ensuite à soigner, ce qui n'est pas vrai non plus, mais bref. Donc nos choix vont être très importants parce que, rappelons-le, on peut utiliser le système aujourd'hui. C'est un bloc qui est très très dur, donc on ne va pas pouvoir, la révolte pour faire un État socialiste on va dire, elle va être très compliquée. Donc utilisons plutôt les outils du système pour lutter contre lui, c'est-à-dire puisque le système est un système qui marche sur le principe de l'offre et de la demande, ajustons ça pour justement aller contre le système, c'est-à-dire plutôt que d'acheter Kraft Food et Monsanto, achetons des fruits et légumes bio, achetons des fruits et légumes chez le petit producteur. Et donc d'un seul coup, la courbe des prix va s'inverser. Si tout le monde demain va consommer des fruits et des légumes dans des magasins bio et cesse d'aller à McDo et compagnie, eh bien ils seront soit obligés de revoir leur production, parce qu'ils n'auront pas le choix si plus personne le consomme, soit ils s'écrouleront totalement. Donc nos choix quotidiens, et ça c'est des choix qui sont simples à faire et qui demandent peu, et surtout si tout le monde le fait demain, eh bien les prix seront beaucoup moins chers, d'autant plus que c'est pas toujours vrai que les fruits et légumes bio sont les plus chers. Mais évidemment, si on est 4 personnes à les consommer et que les autres se disent ah bah c'est trop cher, mais si vous organisez, encore une fois, parce que le nouveau fascisme fait tout pour vous désorganiser, pour vous déstructurer, pour que vous ne soyez pas dans la coopération. Si vous coopérez et que vous décidez d'aller vous servir chez le producteur et que vous êtes 10 à prendre des choses en groupant bio, des légumes bio, et que vous cessez d'aller acheter n'importe quoi, et bien d'un seul coup pour vous ce ne sera pas excessivement plus cher, il y aura de plus en plus de personnes donc les prix vont baisser et vous allez pouvoir vous en sortir. Donc ça c'est une des clés, on va dire, quotidiennes, une petite action simple, sans risque personnel. Il n'y a personne qui va aller vous attaquer dans la rue, vous agresser à cause de cela, et que tout le monde peut faire. Donc ça déjà c'est une action qui peut permettre au moins de renverser le système de production, ce qui n'est pas rien, parce que si on arrête de consommer leur merde clairement, eh bien elle ne sera plus sur le marché déjà. Ensuite, la priorité pour moi c'est essayer de devenir le plus autonome possible. Le système a tout fait pour nous rendre dépendants de lui.
ça va jusqu'au plat préparé avec micro-ondes. Donc on ne fait plus faire la cuisine, on ne sait plus comment les faire chauffer, etc. Et donc on utilise un micro-ondes. On est totalement, et si on se retrouve dans l'état de nature, enfin l'état de nature pas possible, mais si on se retrouve en tout cas dans des conditions de vie beaucoup moins faciles, d'un seul coup on est complètement perdu. Donc on est forcément dépendant de ce système. Donc ça va revenir, quelque chose de classique, c'est l'autonomie. Et l'indépendance, encore une fois, j'y tiens, c'est-à-dire plutôt que de vivre au crochet du système, faire en sorte, là encore une fois, on peut se réunir, on peut travailler ensemble, ça ne va pas être tout seul acheter des hectares de terrain qu'on ne va pas pouvoir conserver, mais ça va être viser le plus possible d'autonomie réellement. Et donc cultiver ses propres produits, construire une maison qui ne soit pas dépendante. C'est ce qu'on nous dit, il faut opter pour le survivalisme, le vrai survivalisme. Voilà, l'autonomie et le survivalisme authentique, c'est l'avenir les gars, c'est Mantas qui dit ça. Voilà, bon après, encore une fois, enfin je sais pas si c'est le fait que d'un seul coup ça devienne populaire ou quoi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui est encore une fois est dans la logique du socialisme des origines classiques, voilà, sans entrer forcément. Après il y a deux types de survivalisme, il y en a un que j'aime bien, on va dire, et un que j'aime pas. Il y a le survivalisme où on prend sa maison, on construit des murs et on s'arme. Ouais. Et donc du coup, le moindre personne, on l'attaque. Bon, bien sûr, on construit aussi un petit peu autour avec des amis, mais surtout, il ne faudrait pas qu'on vienne trop nous déranger. Et il y a un autre type qui ne va pas être du survivalisme et qui va simplement, justement, pas survivre, mais vivre. Ça va être défendre, c'est la permaculture, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si vous cherchez, vous trouverez évidemment tout ce qui est attrait à la permaculture, qui pour moi résout des problématiques très importantes qui vont de l'économie à l'alimentation et au système politique en général. Et construire un éco-village avec des amis, un éco-village qui soit ouvert et où on fait de la permaculture, eh bien ça déstabilise vraiment le système. On est réunis, on coopère, on n'est pas renfermé, on est éveillé, on n'a pas de télé, on est autonome et on est ouvert sur les autres. Et là, il n'y a pas de problème. Alors peut-être qu'un jour, l'armée descendra chez nous, mais je n'y crois pas trop parce que comme je ne viens pas d'un milieu bourgeois, contrairement à ce que certains pensaient, au contraire, le milieu militaire, je le connais, et je doute très sincèrement que si les officiers, et encore c'est pas sûr, peut-être une partie sauvegardons ça, je pense qu'il y en a beaucoup plus que l'on croit encore qui en ont marre. Donc il y a un moment, et c'est là qu'on va gagner justement, c'est que les militaires, les gendarmes, les policiers, ils subissent la même chose. Malheureusement ils ne le comprennent pas tous peut-être, mais une fois qu'ils ont fait la démarche, ils n'auront pas envie de nous tirer dessus, et c'est comme ça qu'on arrivera à gagner. Donc les solutions, elles sont là. Les solutions, elles sont de vraiment faire changer nos choix le plus possible dans le quotidien, et essayer vraiment de devenir le plus autonome possible. Ça, c'est ce qui me semble une clé vraiment importante en tout cas. Eh ben, écoute, voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, mon cher Baptistophe. Alors, il y a une autre question aussi, c'est Sam Lefoula qui dit Loïc, pouvez-nous nous donner des outils de la manipulation publicitaire qui nous permettent de mieux identifier leurs pièges? Oui, ça je pense que c'est plus par rapport à tout mon travail en PNL, etc. On peut en parler un peu, je sais que tu en parres beaucoup. Oui, sur ma chaîne vidéo, etc. Voilà, mais ce serait bien d'en parler un peu, c'est vrai, voilà. Parce que c'est quand même, la publicité fait, voilà, c'est un des nombreux outils du système pour nous mener à la consommation. On est agressé de publicité, si j'ose dire, constamment, hein, puisqu'on va dans le métro, il y a de la pub, sur les, voilà, il y en a sur les panneaux, il y en a sur les voitures, il y en a partout, il y en a à la télé, à la radio, sur internet, machin. C'est une invasion perpétuelle, donc de cette publicité. Alors c'est quoi un peu les mécanismes, comment bon, après il y en a plusieurs, et sûrement que je les maîtrise pas tous, puisque j'ai évidemment, vu mon parcours, pas eu envie de travailler là-dedans. Néanmoins, je connais des personnes qui travaillent, et surtout j'ai été formé dans un but positif, on va dire, à la PNL, c'est-à-dire thérapeutique, et pour aider les personnes. Malheureusement, ces mécanismes de la PNL, qu'est-ce qu'elle explique? Programmation neurolinguistique.